Ça? Bonjour Jacques, Bonjour. nous sommes jeudi 26, je crois. Oui, donc là, tu es dans un endroit que tu connais bien, là, je Une petite pense. cité sympa, il est 15h d'après-midi. Voilà. Alors, on va parler de la maladie, du handicap Bien sûr. et de ses répercussions sur la vie, sur la carrière. Et puis aussi, est-ce que les machines peuvent être malades aussi? Oui, ça peut. Si elles se cassent, si elles sont abîmées, il faut les Réparable, réparer. Parfois, se casser la jambe, c'est une chose, mais avoir une machine qui est bousillée, c'est aussi un souci. un souci. C'est pas vécu de la même manière. Non, c'est vrai. Je pense que bon, la maladie, alors donc il y a plusieurs dysfonctionnements de type de maladie. Ouais. La maladie dans la pneumologie, des problèmes par exemple respiratoires comme l'asthme ou la bronchologie, enfin pneumo-broncho c'est pareil, c'est-à-dire l'asthme ou l'emphysème ou ce type de maladie, deuxième maladie. Et troisième, c'est les bronchites chroniques. Oui. Voilà. Tous ces trois types de maladies respiratoires sont un problème pour le corps. Parce que bon, le corps fonctionne avec des espèces de, comme des fleurs, on va dire, des fleurs de respiration, ce qu'on appelle les poumons. C'est un peu comme des fleurs. Ah oui. Et quand on expire, elles s'ouvrent. Et quand on inspire, elles se ferment. Tiens, c'est intéressant. Ça. Voilà. Et donc, comme s'il y a ce problème de dysfonctionnement, de mouvement, d'expirer, d'inspirer, c'est là où ce phénomène de crise d'asthme réapparaît. Quand le cycle respiratoire est perturbé. Et perturbé. Si le corps est fragile aussi, il peut être lié à l'environnement. Donc l'humidité, la pluie, des choses comme ça aussi, ça fait pas une bonne affaire ensemble. C'est-à-dire que ça ne se met pas en bonne relation, quoi. Alors, est-ce que ça peut s'auto-réparer? Est-ce que, quelque part, le corps est lui-même capable de se guérir? Oui, parce que c'est aussi lié à la psychologie. C'est lié au cerveau. Donc comme c'est relié tout dans l'anatomie du corps humain, relié au cerveau, et les types de maladies qui arrivent aussi, c'est relié par le cerveau. Je pense qu'il faut aussi une motivation mentale pour que ça guérisse. Non, mais même le corps lui-même peut se réparer. Par exemple, quand on a un rhume, à un moment donné, c'est pour ça que parfois on dit que les médecins ne servent à rien, parce que de toute façon, le médecin, le malade, il va se guérir un jour ou l'autre. Bah, en fait, le rhume, Il suffit de laisser le temps. Exactement, Jacques. Effectivement, le rhume, en fait, c'est un espèce de microbe qu'on ne voit pas, microscopique, dans l'air, qu'on respire, Ouais. et d'un seul coup qui bouche un peu les sinus du nez. Oui, Et donc on attrape ce rhume-là et ça se bouche oui. par rapport à toute la pollution qu'on respire. Et donc après, voilà, donc ça se met dans Alors c'est un état des maladies grippal. qu'on arrive. Il suffit d'éternuer, de se moucher pour que ça s'arrête un petit peu. C'est ça. Et ça va passer, ça passe. Voilà, ça passe aussi. Mais ça peut créer aussi des tensions de fièvre. Ah, oui. Donc il y a des gens qui sont fragiles du corps parce que le rhume peut se déclencher en état grippal et devient de la fièvre en même temps. Oui. Et ça se complique. Voilà. Et même les cas grippales, est-ce qu'il peut de lui-même se résoudre sans utiliser des médicaments Difficilement, peut-être avec des thés, des boissons chaudes, Oui. des choses comme ça, des thés infusions. Enfin et par exemple, on arrive aussi je dirais, à atténuer une fièvre avec des boissons chaudes. Parce que le chaud contre chaud, ça peut. Et même en Ça peut faire évacuer. restant au lit, en se ménageant, ça Oui, permet aussi de. si, enfin, Ou quand même on en est mal, mangeant. voilà. En mangeant surtout, il faut manger parce qu'il faut prendre des forces afin que l'immunité du corps se régénère. Et aussi, bon, boire des. Et puis alors il y a le problème de la contagion. La contamination et la contagion. Alors la contagion, alors il y a aussi dans les maladies psychiques, tu parlais de l'environnement peut être toxique. Bah, bien sûr, c'est lié, on va dire. C'est lié aussi à l'environnement. Conditions de vie, tout ça. Conditions de vie aussi, voilà. Il y a des gens aussi, ils ne savent pas pourquoi, qu'ils attrapent, par exemple, comme des crises d'épilepsie, tout ça, c'est des maladies liées au cerveau, des maladies pas la tumeur ou l'AVC, ça c'est des maladies qui mènent à la tentation de la mort, ce qui est malheureusement Lesquelles? irréparable, on va dire. Quelles sont les. L'AVC, par exemple. Ah oui, ça crée quoi ça? L'AVC, ça crée un décès automatiquement. Mhm. Si les cellules nerveuses, Ah bon? la personne s'énerve trop, constamment, sans arrêt, à un moment donné, ça éclate dans le corps et puis la personne attrape comme une tumeur. C'est le stress qui crée l'AVC quelque part. C'est ça aussi. Donc il ne faut pas trop stresser les gens dans l'ensemble, dans la vie quotidienne où on vit. Il faut éviter un maximum de stress
pour essayer de bien vivre et de durer, quoi. Donc on peut tuer quelqu'un en le stressant, En le stressant, psychologiquement. en le mettant dans des situations stressantes. C'est ça, et c'est lié à la psychologie du cerveau de l'homme. Donc forcément, ça atteint après un problème de dysfonctionnement. Donc les personnes âgées peuvent se faire du souci pour rien, Bien sûr. peuvent angoisser, Voilà. et ça va les peut fragiliser. Voilà, une haute tension, enfin ils peuvent avoir de la tension et puis après ça peut craquer en... Donc finalement, on peut tuer quelqu'un en le mettant dans des situations qu'il juge insolubles. C'est ça, dégradant ou C'est une forme de suicide au une fond, forme de suicide psychologique, exactement. ou d'assassinat. D'assassinat. Oui. Il faut faire très attention. Bon, alors, donc toi, ta vie aura été marquée par une certaine fragilité. Oui, enfin par cette maladie pulmonaire finalement, qui m'a été contrainte depuis ma naissance. Mais ça a été déclenché comment, cette maladie pulmonaire à la naissance? D'après mes parents, ça serait héréditaire parce que ma grand-mère faisait de l'emphysème. Ah, Donc, du fait de l'emphysème, ça cause des maladies respiratoires. Peut-être que par la génération génétique, ça a été peut-être en suicide. C'est ce qu'on peut dire, on peut supposer. ah d'accord, oui. Mais bon, Et c'est alors, vrai que sur le plan médical, j'en finis Hmm. avec ce sujet, Jacques, que l'asthme n'est pas une maladie qu'on arrive à guérir complètement. Ah oui. C'est une maladie qu'on arrive à atténuer. Hmm. Voilà, par des médicaments, par des traitements que l'on connaît très bien. Alors cette maladie, comment on la vit? Alors comment on la subit, cette maladie? On la vit, on vit avec, et puis il ne faut pas trop y penser, il ne faut pas non plus s'angoisser. Mais c'est parce quoi? Quelle est sa présence? Comment elle se manifeste? que, se manifeste par des fonctionnements respiratoires comme ce genre de bruit. Mais toi, t'as pas tout le temps ça? Voilà. Si par exemple une crise forte, ça fait ce bruit-là, au lieu d'avoir une respiration tout à fait sans bruit. Voilà. Donc on sent que c'est les bronches qui se sont contractées de plus en plus et que bon, l'air passe de moins en moins. Et le cœur n'arrive il pas. faut de l'oxygène. Et l'air n'arrive pas. Le corps n'arrive pas à se guérir, circuler. à circuler. Il n'arrive pas à guérir ça. Exactement. Il n'est pas capable Voilà. d'auto-guérison. Voilà, c'est ça. Il a besoin d'aide, il a besoin d'oxygène. Et si en plus on est en manque d'oxygène dans l'environnement, ce qui est valable dans la société française, La en canicule France, notamment. Oui. voilà, les canicules, tout ça, les gens sont tout de suite hospitalisés pour obtenir de l'oxygène impératif, parce qu'ils sont en panne d'oxygène dans le corps. Les médecins le savent, par des examens très rapides. Voilà. D'autres questions, Jacques? Oui, attends, je suis en train de réfléchir justement. J'avais envie de te poser une question, mais ça m'a échappé. Ouais. Finalement, oui, je dirais la contamination. Il y a des personnes qui sont toxiques, c'est-à-dire qui sont. Par exemple, il y a 2 cas de maladie qu'on peut retrouver dans le service pneumologie. La tuberculose et aussi en même temps la pneumonie et la pleurésie. C'est un microbe que l'on ne voit pas, qui se contamine très facilement en contact des gens, ne serait-ce qu'en dialoguant, et vous pouvez l'attraper. Oui. Très compliqué ça. Et qui se soigne très rapidement aussi dans les hôpitaux, qui guérit très vite. Si la personne est solide et en bonne santé. Alors, si on transpose costaud, si on transpose la question, est-ce qu'une société peut être malade, à ton avis? Bien sûr. Il y a plusieurs formes de maladies. Quelles sont les maladies de la société? Il y a des gens qui sont handicapés, par exemple, génétiquement. Il y a des gens qui vivent sur des chaises roulantes. Non, mais la société elle-même, tu parles de dysfonctionnement. Oui. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements de la société? Des choses qui... Tout à l'heure, tu disais, bon, la société, elle marche mal. Oui, elle ne fonctionne pas bien parce qu'il y a un problème aussi de... L'homme politique, c'est un médecin, théoriquement. Il vient au chevet de la société pour la guérir. Bien sûr, c'est son rôle, d'ailleurs. C'est un peu Macron, il se prend pour un médecin. C'est ça, il essaye de jouer les grands toubibs. Mais on voit que dans sa version et dans ses dialogues de ce qu'il fait, le président, le chef de l'État, on sent qu'il se trahit des fois lui-même. Il est pris dans un certain piège, où les Français ont l'habitude. On dirait que le peuple français teste le président de la République pour voir jusqu'où va-t-il aller. Oui. Et quelles sont ses mesures sérieusement. Voilà. On a l'impression que les Français ont du mal à faire confiance à un chef d'État aujourd'hui. Et alors l'armée, elle peut servir aussi de médecin. Quand il y a une crise quelque part, on envoie l'armée pour arranger les choses. Alors l'armée, oui, effectivement. Pour mettre fin à un conflit, tout à fait, à une crise, à une tumeur. Voilà, même à une guerre déjà, ne serait-ce qu'une guerre.
Si on prend une guerre, par exemple, la Syrie qui a été bombardée et des milliers de Syriens qui sont morts ou blessés, automatiquement, ce peuple-là sera récupéré dans les hôpitaux militaires avec des médecins et des infirmiers militaires pour les soigner, quoi, pour les remettre dans un état de santé réparable. Voilà. C'est aussi important. Voilà. Et alors, finalement, Et donc, on peut souffrir aussi d'un dysfonctionnement des appareils dont on se sert. Par exemple, ton téléphone ne marche pas, c'est quand même une forme de maladie. Pour certaines personnes, c'est une forme de maladie. Ça te handicape, oui, ça te psychologiquement, perturbe, les gens s'accrochent. ça te pèse. Oui, enfin moi personnellement, ça ne me pèse pas trop un téléphone, c'est pas le problème. Mais on a l'impression que les gens, quand on les observe, quand on prend le métro, les transports parisiens ou dans des bureaux, dans des bibliothèques ou dans des restaurants, on les voit vachement conditionnés sur des téléphones portables. Mais ça, c'est un phénomène nouveau. Oui. Il y a 20 Quand ans, la technologie, il y a 20 ans, on n'avait pas ce problème. On n'avait pas de portable, on avait des fixes dans les appartements, voilà. Avec des fils. Donc les gens parlaient moins dans la rue, dans l'espace public. Exactement, puis il y avait des cabines téléphoniques, donc ça permettait de... C'était plus calme. C'était plus calme, mais beaucoup plus facile. Oui. Aujourd'hui, les gens sont très excités parce que la machine du portable... Il y a une pollution. Pollution de la parole, voilà. On est constamment pollué par les paroles. Et puis par la fabrique elle-même, c'est-à-dire que le portable, qui est un outil de communication de base, on en fait quoi? On en fait un micro-ordinateur. Ah bah oui. Voilà, on en fait des photos, on a des appareils photos, oui. On en fait des radios, on en fait des chaînes de télé, bon voilà. C'est plus un portable, ça devient un outil avec plusieurs matériaux incrustés à l'intérieur, on va dire. Voilà. Bah oui. Et donc, les gens sont obsédés par ça. Oui. Par cette machine qui n'est rien, finalement. Puisque la télé qu'on avait chez soi dans un appartement, on était content après le travail de se retrouver chez soi et de donc là, maintenant, on n'a plus tellement de raison de rentrer chez soi. Si, les gens rentrent chez eux, mais on sent que, les émissions, c'est des replays, ils remettent alors justement, il y a une chose, rediffusions, il y a une chose qui est amusante, Christophe, c'est que, au fond, même un SDF peut avoir un téléphone, peut avoir Internet. Bien sûr. Donc finalement, paradoxalement, on parle beaucoup des SDF, mais au fond, le SDF, il est plus pénalisé, il n'est pas pénalisé comme avant par le fait qu'il n'a pas de logement. Oui. Puisque, au fond, quand tu téléphones à quelqu'un, tu ne sais pas s'il est sur un banc ou chez lui. Bien sûr. En fait, le SDF, c'est pas compliqué. Si on parle d'un SDF, d'un homme ou une femme aujourd'hui, le SDF, c'est quelqu'un qui a été expulsé de son appartement parce qu'il ne pouvait plus payer ses charges. C'est en tant que locataire pauvre, on va dire. Et ensuite, il se trouve SDF dans un cas de figure où il est quand même soutenu par les associations d'État. Non, mais en plus, même le SDF qui a perdu son appartement, on peut toujours l'appeler, il n'a pas perdu son téléphone. Non, voilà, on peut le joindre. On peut le joindre, et il peut communiquer par mail, par Internet, etc. C'est ça. Donc, s'il est adapté à. Donc on ne sait même pas si la personne, quand on est en contact avec quelqu'un, on ne sait même pas s'il a un logement ou pas. C'est ça. Puisque maintenant, le téléphone devient un logement. C'est-à-dire qu'on est la personne qui est par exemple avec son téléphone dans sa main, au fond, c'est comme si elle était chez elle. Bien sûr. Oui, je comprends. Mais les gens vont se baser quand même sur le visu. Ah, pourquoi il y a un visu? Ah, voilà. Tu es en train d'expliquer que le SDF, il va avoir des stigmates, il va avoir des marques. Non, mais il y a des gens, par exemple, qui vont dire, mais toi, c'est pas vrai, t'es un menteur, t'es un SDF et tu n'as pas de logement. Mais comment on peut le savoir? Alors voilà, pour prouver, on peut se mettre dans un endroit, dans un lieu, par exemple dans une chambre d'hôtel ou, je sais pas moi, dans une bibliothèque, on peut dire, voilà, ça c'est chez moi, c'est mon appartement. Mais quelle preuve, puisque c'est juste un local. Non, mais avant, quand tu donnais ton téléphone et qu'on t'appelait, on savait que tu étais chez toi. Oui, c'est vrai, c'est un téléphone fixe. Donc, mais le portable, il est SDF quelque part, c'est ça que tu veux me faire comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est que maintenant, quand tu appelles quelqu'un, c'est pas facile de savoir si quelqu'un est un SDF ou pas. C'est ça, à identifier. Non, parce qu'il peut vivre à peu près normalement. Normalement, exactement. Il peut. Avant, il y avait une différence marquante entre le SDF et le non-SDF. Et bien cette différence, elle est de plus en plus faible. Bien sûr. Parce qu'il y a des tas de facteurs, de critères qui ne marchent plus. Effectivement, il peut regarder la télévision, il répond au téléphone, il peut communiquer par Internet, et tout ça, même s'il n'a pas de logement. Donc le logement n'a plus l'importance qu'il avait avant. Bien sûr, mais je veux dire... C'est plus un marqueur aussi. On parle de plus en plus d'SDF, en réalité,
on est tous presque. Enfin, c'est plus un marqueur comme avant. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est plus un marqueur. Tu as raison, Jacques. Il faut savoir aussi que, bon, la situation d'un SDF aujourd'hui, Oui, en expliquant comment que ça se passe, parce que moi, je suis un peu. Je suis pas content dans une société où les gens disent, quand il y a un monsieur qui dort dans le tunnel du métro, là, sous les quais, en disant oh le pauvre, faudrait lui donner quelque chose à manger, il a faim, il a froid, il a soif, ou de l'argent, ceci, cela, voilà. J'écoute les gens. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le SDF, il aime être SDF. ah, Faut le savoir. la psychologie du La SDF, psychologie du SDF. du clochard. Voilà, la psychologie du mandat du clochard. Il aime être SDF parce que il se dit, ben moi après tout, j'ai pas de loyer, j'ai pas de charge à Mais payer. voilà. Parce que c'est vrai Et que je me dis que je suis dans l'air du temps et je n'ai plus qu'à dépenser mon argent dans les commerces. par exemple. Voilà. C'est plus facile pour lui. Oui, parce que quelqu'un qui peut faire l'économie d'un loyer, Voilà. ben, c'est quand même beaucoup. Voilà. Donc il peut soit épargner ou soit consommer Voilà. dans le, Donc dans, ça, dans- peut être dans le domaine ça capital. peut être un calcul. C'est un calcul, c'est une Euh, forme de calcul Bon, qui se pratique. ça lui permet d'économiser 600 euros par mois, Voilà. ou 500, 600 euros, C'est ça. et tout simplement payer cette somme-là uniquement pour avoir un lit, Voilà. alors que le reste on l'a par ailleurs, de toute façon. Exactement, c'est ça. Est-ce que c'est pas cher payé? Ben non, c'est sûr qu'à l'endroit où il va dormir, ça sera beaucoup plus dur. S'il dort sur du béton, s'il dort sous le trottoir, ou s'il dort dans un immeuble, je sais pas, caché. Mais alors en même temps, il peut se dans un débrouiller, parking, il peut se débrouiller aussi pour être logé chez un copain, dans un coin. Voilà, alors là, C'est le problème de la solidarité. alors ça, après la solidarité entre l'habitant et l'hébergé, on va dire, voilà. Oui. L'habitant et l'hébergé, donc l'habitant peut accepter l'hébergé à partir du moment où s'il peut cautionner financièrement un petit peu son hébergement. En fait. Ah oui, Il va demander peut-être une participation financière. voilà. Ça s'appelle de la colocation, c'est ce que Oui. font beaucoup dans la Il société. va couper à part deux son loyer, comme Voilà. ça. Comme le loyer va être très cher, il va prendre du monde chez lui pour alléger ses charges et pour Oui. avoir un peu plus d'argent pour Oui. consommer. Tout le monde s'y retrouve, oui. Tout le monde s'y retrouve dans ce cas de figure-là. Voilà. Oui. Ça, c'est la face des SDF aujourd'hui. Et après, bon, il y a le locataire qui travaille, enfin, qui a un salaire, un travail, et qui paye ses charges tous les mois comme toute personne, sans compter les fins de parcours comme les retraites et les invalides et les restants où les gens sont pris en charge par l'État et donc ils arrivent à payer leurs charges et leurs loyers. Oui. Voilà. Il y a ce deuxième cas de figure. Et le troisième cas de figure, après, on a ceux qui sont autonomes, qui travaillent constamment, toute leur vie. Leur vie à eux, c'est de travailler constamment. Voilà. D'avoir une occupation professionnelle constante. Et alors, oui. Pour se dire qu'ils gagnent de l'argent Oui. tous les jours. Ça tourne, Oui. la production tourne, Oui. quel que soit le métier. Et donc, s'ils vont acheter un appartement, ils ont mis un apport d'argent, et puis là, donc, ils ont acheté un appartement. Alors finalement, Qui vaut tel prix. la maladie, Remboursé. ça peut être une chance, la maladie. Parce que, par exemple, il y a des gens qui ont des pensions parce qu'ils sont malades. Voilà, Il y a des pensions parce qu'ils sont âgés. exactement, Jacques. Donc finalement, parfois des gens qui disent « Ah, ben c'est dommage que j'ai pas une infirmité quelconque. Ça me permettrait par ailleurs d'être plus en sécurité. » Bah, si, ça existe quand même, parce que, par exemple, là, on a des Français d'origine maghrébin en France, qui vivent ici, à Paris et région parisienne, et qui sont sous tutelle, par exemple. Hum. Sous tutelle, pas sous curatelle, parce que sous curatelle, c'est que la personne ne peut plus s'autogérer financièrement, et c'est quelqu'un qui gère à sa place. Hum. Alors, sous tutelle, ou bien, soit il a handicap, il a une forme de handicap, et là, il touche ce qui s'appelle la NDPH. Oui. La NDPH, ça veut dire allocation adulte handicapé. Hum. Et donc, ça lui permet de payer ses charges tous les fins de mois Oui. et d'être tranquille. Voilà. Donc bon, la cette maladie personne a- ne peut pas travailler, perçoit par exemple un plafond de 850 par mois, Hum. et donc son loyer, si dans l'HLM, il va payer peut-être, on va dire 250 ou 300 au grand maximum avec les charges comprises, Hum. et donc il va s'en tirer, il va lui rester un budget pour pouvoir vivre. Voilà. Et actuellement, le logement social, c'est bloqué ou c'est des gens on peut encore y arriver? Alors le logement social, c'est très compliqué. L'État sont très malins aussi parce qu'ils ne disent pas toute la vérité. Moi qui suis un homme d'expérience de rue et puis d'observation, il y a eu beaucoup d'habitations qui ont été construites, Hum. effectivement. Il y a eu des immeubles qui ont été perquisitionnés, notamment dans Paris, dans les arrondissements Mhm. de Paris.
qui ont été rénovés en travaux Mhm. par les finances de l'État, de l'administration française, et qu'ensuite ils ont relogé des gens, donc SDF, relogés, qui ont remis des gens Mhm. en structure d'habitation Mhm. de logement social, Oui. dans les habitats, comme les HLM Oui. ou l'OPAC, ou comme les noms qui donnent, quoi, là, les noms d'habitation. Voilà, ça c'est le deuxième cas de figure. Et actuellement, c'est engorgé ou ça fonctionne quand même? Alors, ça fonctionne, mais bon, par exemple, quand le demandeur de logement va demander un logement, s'il habite à l'hôtel ou s'il habite à SDF en dehors, Mhm. il va attendre sa réponse. Donc il y a deux formulaires qu'on n'explique pas à ces gens-là, c'est la demande d'HLM pour un individu. Après, il y a la demande des familles, Ouais. des HLM. Alors, eux, l'administration se disent, vous êtes demandeur d'un appartement, vous êtes seul, donc on va vous donner un studio, un T1. Oui. C'est leur logique d'administration. T1, F1. Voilà, Oui. F1, pour dire. Ensuite, pour une famille, s'ils sont 3 ou 4, ou 5, voire, ils vont donner un T3, Hmm. un F3, un Hmm. F3, F4. Oui, oui, oui. Donc ça sera un peu plus grand. Donc le loyer, forcément, va être un peu plus volumétrique financièrement. Voilà. Oui. Par exemple, un F1, il va payer peut-être 300 par mois. Un F4, il va payer après 800. Un F5, il va payer 1200, 1300. Donc ça évolue en graduation. Ça peut être pris en charge par l'aide au logement aussi. Bien sûr. Donc HLM veut dire immeuble de loyer modéré. Non, mais Donc, je veux dire, c'est moins cher, quoi. on peut avoir une aide aussi pour les HLM. Alors il y a une aide aussi pour les HLM qui s'appelle l'APL, Voilà. allocation des loyers payés. Donc ça va encore baisser en plus le loyer. Exactement, c'est-à-dire que si une personne touche une prestation, une invalidité moins forte par un calcul mandaté par l'administration, il y a les aides d'appel qui se rajoutent, Oui. mais attention, cette aide-là, elle doit être normalement versée pour les bailleurs. Ah oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire, le locataire, on va bien lui verser de l'argent, mais le locataire doit normalement donner l'argent à son propriétaire. Oui. Envoyer Oui. l'argent. Maintenant, si c'est pas le faire, ce que peuvent faire les bailleurs des administrations d'État, c'est de prélever sur le compte automatiquement la somme du loyer Bien sûr. et le transférer, bien entendu, au Oui. bailleur. Voilà. Oui, d'ailleurs, actuellement, on parle beaucoup des prélèvements à la source. Exactement. Ça va C'est généraliser ça va sur tous généraliser, les plans. Pour aider un peu plus, beaucoup plus les gens. Pour Donc éviter on a qu'ils fait le tombent. tour, maladie physique, maladie sociale. La société également essaie de se guérir de ces maux. Exactement. Le fait d'être malade peut parfois être une chance, Ouais. Ça peut être un facteur de. parce facteur que de ça chance. permet de... Moi je connais des gens comme ça. De se sécuriser. Ils ont été décrétés malades psychologiquement, Voilà. même à 30 ans, et puis ils ont une pension. Peu importe l'âge, ouais, même 40 ans, même 50 ans. ça. Oui. Non, mais donc finalement, au fond, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment malades? Alors moi, j'ai connu une personne comme une femme qui habite en privé, qui a une maladie neurologique, qui est soignée pour les nerfs actuellement. Elle s'appelle Lydia, je lui passe le bonjour Lydia, Ouais. si un jour elle consultera notre Ouais, site. ouais, ouais. Elle est prise en charge à 100% par la mairie de Paris, et donc elle est autogérée par les administrations. Donc c'est pas elle Parce qui- que, et qu'est-ce qu'elle a, comme, à ton avis, comme problème? Elle est handicapée, elle est handicapée, et puis en plus, Non, mais la notion de handicap, c'est pas facile à définir. non, Nécessairement. elle a eu des crises d'épilepsie, en même temps, elle a eu des Donc la problèmes société, des problèmes la de santé société, importants. la société a l'obligation de prendre en charge les personnes comme ça. Fragilisés, exactement. fragilisées. De protéger ces gens-là fragilisés. Mm. Ce qui est logique aussi un peu. Voilà. C'est aussi important, quoi. Et après, donc, il y a le cas de facteur, après, donc, des gens qu'on ne peut pas loger tous les handicapés dans des HLM et qui sont aidés dans des structures de centres. Oui, Ça existe aussi, d'ailleurs. ouais, Il faut leur en parler de ça. d'accord. Donc, des centres, il y a des centres des maisons de retraite, il y a aussi Ah oui, il y a des centres aussi pour les handicapés. oui. Handicapés mentaux, physiques et psychologiques. oui. Ça. Et donc ça donne du travail aux gens aussi de l'autre côté, de personnes qui travaillent pour. Mais toi, par exemple, est-ce que tes problèmes médicaux, est-ce que ça a perturbé tes études? Ta formation scolaire Un peu, Jacques, un peu, mais pas complètement, oui. Un peu, mais j'ai eu quand même des très bonnes notes à un certain moment donné dans des classes secondaires. Effectivement, j'ai eu des très bonnes notes. Mais ce qui a bloqué en fait Oui. mon diplôme du bac en troisième ou en terminale, Mhm. effectivement, c'est le fait que j'ai été soigné par, je n'ai pas de honte à le dire, Mhm. par un très grand Ashkenaz de chez nous, le docteur Greenfeld, qui travaillait en tant que professeur à l'hôpital Trousseau et qui m'a expédié dans une clinique pendant 4 ans. Ah bon? Dans le sud. Mais en quel titre?
justement pour les poumons, pour les soins des poumons. Ah bon, ça fait sens, ça? Ça s'existe, oui. Ça existe aussi, il faut le savoir. Que les gens peuvent être envoyés en clinique de repos. Comme une sorte de sanatorium, en fin de compte. Exactement. Ce qu'on appelait autrefois le sanatorium. Voilà, le sanatorium. Et ça permet de récupérer. Et pendant la période de sanatorium, qu'est-ce qu'on fait? On végète Il y a plein de choses à faire. Oui. C'est extraordinaire parce que j'ai vécu ça en étant jeune, ça m'a marqué. Et j'en suis tombé fondamment amoureux parce que je trouve ça extraordinaire. On est dans un calme total. On est loin de la société qui s'excite à tout bout de champ, de l'environnement où on vit. On a un repos très détendu. On se retrouve dans un climat qui n'est pas non plus pollué par les industries. Voilà. Mais à la limite, on pourrait se demander si cette forme d'enfance protégée, par certains côtés, paradoxalement, est-ce que ça prépare bien à la vie réelle par la suite? Ou est-ce que finalement, on devient décalé par rapport à cette vie Je pense qu'on devient surtout décalé parce que on peut pas. Il faudrait rattraper les cours, rattraper ses études pour réussir, pour réaugmenter le niveau. Mais bon, je pense que c'est pas non plus complètement perdu. Alors, si une personne est intelligente, il va tout de suite y arriver. Voilà, bien sûr. Après, ça dépend le degré de la motivation. Mais toi, tu aimes bien l'idée de ne pas être trop stressé par la vie professionnelle, par exemple? Oui, parce que en fait, stresser, c'est embêtant. C'est embêtant parce que on tombe sur des gens on veut leur faire comprendre une situation et ils jouent les incompris. Donc c'est pas très bon. Donc c'est des effets de contradiction. Donc on n'y arrive pas. Et je peux comprendre que dans le domaine de l'entreprise aussi, ce genre de cas de figure, on a affaire à des gens dans la société, même françaises, qui ne font pas l'effort de se mettre en accord avec des entreprises françaises pour aider certaines structures de l'urbanisme et de l'environnement. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que, je prends juste un exemple, un locataire qui est là, on lui dit de changer les compteurs Linky par des vieux compteurs qui a 40 ans et qui sont complètement usés ou rouillés. Non, ils ne veulent pas le faire. C'est pas eux de commander une entreprise, je suis désolé. C'est l'entreprise qui doit intervenir en rendez-vous et puis après de rencontrer la personne et que la personne doit être présente ce jour-là. Voilà. C'est important. Voilà. Ça, c'est un cas de figure que je cite. Et ce serait même. Oui, il y a un problème de manque de discipline. Voilà. J'en aime pas. On perd le sens de la discipline un petit peu. L'entreprise perd le sens de l'ordre. C'est comme une armée, c'est pareil. C'est une armée, une armée, c'est la même chose. Il y a des instructions, il y a une discipline, il y a des ordres qui sont donnés, voilà. Et puis il y a des interventions militaires. Voilà. Et donc toi, tu as eu la vocation à un moment donné de te dire que l'armée pourrait être un cadre pour toi. L'armée, c'est bien parce que je crois que ça forme. J'en discute beaucoup avec la société, les gens autour de moi. Quand je parle sur le plan militaire ou du service militaire, je vois qu'il y a des gens qui, effectivement, quand ils ont fait l'armée de terre, ils disent « Ah moi, quand j'ai fait l'armée, ça m'a changé. » Ah bon? Je dis « Pourquoi ça vous a changé ?» Ça a changé parce que j'ai pris un peu plus de maturité, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Je dis, voilà. Donc l'armée, c'est pas quelque chose finalement de destructeur. C'est aussi une armée d'instruction, où les gens apprennent comment que ça fonctionne. Bien sûr. Ils apprennent à faire des choses. C'est aussi un creuset par ça. Voilà. Par exemple, moi c'est parce que moi je suis d'origine étrangère aussi maintenant, mais dans la Légion étrangère, on apprend à faire, je peux citer des exemples, on a appris à l'armée de faire des tracés de route, à mettre des goudrons sur des routes, on a appris à faire des trottoirs, on a appris à bâtir des maisons en ciment. C'est les métiers de sapeurs. Voilà, des métiers de sapeurs d'infanterie, voilà. Donc ils ont appris à connaître un peu le système technologique des fabrications. Voilà. Et ça occupe l'être humain parce que les gens ont besoin de travailler. Voilà. Alors comme on avait dit la dernière fois, Maïdou, que les gens des Français qui ne voulaient pas travailler alors que les immigrés ont fait le travail des Français. Oui. Eh ben je suis désolé, ces métiers-là, même si ça pollue, il y avait quand même des zones de protection qu'on pouvait protéger l'être humain. Voilà. On peut prendre plein de métiers. On prend les ravalements de façade. On ne va pas que respirer la poussière. Si je mets un masque avec des bouteilles d'oxygène, il va pouvoir faire les travaux pendant 1 heure ou 2, et après de s'arrêter puis d'enlever la combinaison. Et alors justement, le problème que tu rappelles, c'est est-ce que réellement il y a des travaux, on préfère les faire faire par des émigrés, qu'on fait faire des Noirs, des Arabes. Je ne crois pas que ça soit la préférence de l'immigration. Je crois que c'est un problème que le Français ne veut pas faire les travaux en question dont il lui est donné. Il ne veut pas faire ces travaux-là. Donc s'il ne veut pas faire ces travaux-là,
faut pas s'étonner qu'il se retrouve au chômage ou, Et ou en même, galère. et c'est même pas simplement une question d'argent. Non, C'est même, il veut pas ce genre de travail. il veut pas ce genre d'activité. Par contre, il estime que dans un bureau, hein, de taper sur un ordinateur et d'être assis sur un fauteuil et de rester 8 Ça heures c'est par digne, jour, c'est noble. Oui. ça paraît un métier noble. Mais ce qui ne sait pas, c'est que sa vue, elle dégrade devant l'écran et qu'en plus, il est fatigué et qu'il reste dans un confinement dans une salle où il est toujours enfermé à des températures un peu différées et que des fois, par moment, il peut tomber malade, à être confiné avec tous les autres microbes qui apparaissent dans le Oui. bâtiment. De même que, par C'est ce exemple, que les gens oublient. tu disais l'autre jour qu'on pourrait attraper des maladies à l'hôpital. Bien sûr, mais puis, si l'hôpital n'est pas désinfecté complètement, effectivement, si l'hôpital n'est pas stérile, il peut y avoir des microbes transparents, les gens vont Ça exactement- s'appelle la la légiozélose. non, la noséologie. Ah bon, nésiologie, ah, d'accord. Oui. Ouais, oui. Enfin bon, il y a des maladies comme ça qu'il faut faire très attention. Et c'est vrai que les médecins aujourd'hui font très attention à tout ce qui se passe. C'est l'aseptisé aussi, tout ça. Voilà, c'est vrai que là, quand tu es venu me voir à l'hôpital, Hum. l'hôpital maintenant que tu connais, Ah oui. il est vraiment extrêmement désinfecté de Ah oui, haut en ah bas, oui, de ah oui, haut en bas. ah oui, ah oui. Ah, ça rigole pas. Hum. On évite tout Ah bactérie, oui, parce tout que microbe. ça serait paradoxal, on va terminer là-dessus, de venir se soigner à l'hôpital Dans un et d'attraper une maladie. Voilà. Par exemple, Gilbert qui est malade en ce moment là, qui a mal partout, il a du mal à faire un scanner. Je suis attends, il est con ce type. Il n'y a pas de difficulté à faire un scanner. T'es pas, parce que le médecin lui a donné rendez-vous dans 15 jours pour un scanner. Ah bah, t'es pas obligé d'attendre 15 jours. Tu peux aller dans un hôpital d'urgence si tu souffres. Allez faire tout de suite ton scanner en 24 heures. Mhm. Il y a bien des hôpitaux en urgence qui vont te prendre. Probablement, oui. Je ne comprends pas ces Français-là qui sont un peu arriérés Oui, mentalement et de comprendre qu'il faut leur expliquer, voilà, qu'il faut encore aller. Ah, il y a des appréhensions Voilà. dès qu'on se met dans un truc médical. Voilà. Et puis après, ils tombent malades, ils sont pas bien. L'état Alors le santé scanner, s'aggrave. c'est encore à nouveau le type de machine C'est un espèce de- dont on dépend. Le scanner, en fait, c'est très simple. Si on prend le modèle du scanner par rapport à comment ça s'appelle, un IRM, Ouais. le scanner, c'est une forme de caméra. Oui, oui, On arrive à transpercer la peau ouais. et on la transperce pas. Comme des rayons X un peu. Voilà, c'est-à-dire on arrive à voilà, exactement des rayons X qui permet de voir l'organisme humain complètement à l'intérieur du corps. Mhm. Donc ça permet ce que les médecins travaillent beaucoup plus encore l'anatomie du corps. Voilà. Et donc l'IRM, c'est juste une boule qu'on fait glisser et qu'on arrive à voir comme c'est une boule de caméra finalement Ah oui. qui transperce le corps et qu'on arrive à voir la partie du corps, les poumons, par exemple le ventre, le foie, Mhm. le cœur. Voilà. Donc on arrive à connaître un peu les emplacements du corps humain. Voilà. Ces machines-là sont étudiées pour... Et même maintenant, la chirurgie peut se faire avec des machines et pas en introduisant directement, pas en ouvrant le corps. c'est-à-dire que... C'est la microchirurgie. Oui, je comprends, mais là, Jacques, on rentre dans des sphères beaucoup plus compliquées parce qu'il faut savoir que le bloc opératoire, dans le chirurgie, moi j'ai été opéré, je dirais le bloc, les opérations d'ouverture et le fait de recoudre la peau continueront tout le temps. Ça existera toujours parce que s'il y a un microbe ou une boule de graisse où il faut retirer un organe ou un truc comme ça, effectivement, on ne pourra pas faire que le laser dessus. Oui. Voilà. On sera quand même obligé de faire le chirurgien la découpe de scalpel pour enlever le morceau qui va gêner ou le pouls, le vaccin ou le microbe qui serait dérangeant. Alors de la même façon, à l'armée, il faut aussi prévoir les gens qui sont blessés, les traitements des personnes qui sont atteintes. Oui, bien sûr. Et qui, alors par contre, il y a eu des cas de soldats qui se sont mutilés eux-mêmes pendant la Première Guerre mondiale pour ne plus être à l'armée. Exactement, effectivement. Donc la maladie peut être le handicap peut être une façon de sortir d'affaire. En fait. Oui, ça peut aussi être une protection civile, on va dire ça comme ça. Un refuge. Un refuge, et ça permet de protéger l'individu par rapport à sa faiblesse, de santé ou de maladie, de ce qu'il a quelconque. Voilà. Bon, merci mon cher Christophe. Je t'en prie, Jacques, bonne journée.